انسوفيسون عرث ديوني ثاقين تغالين ثنمتيث نغلا غونتري سوسيال أولي لات سترومي ثمي غاتصن تمثال ثيقر علانين يغاف من مسلاي مساس الوايا الزول فلاي الزول. Commençons cette interview par une bonne nouvelle qui nous a particulièrement réjouis, venue de Bretagne. Le drapeau kabyle a été hissé sur le fronton de Carhaix. Que représente pour vous ce geste de reconnaissance posé par une collectivité locale française? Merci pour votre question concernant le fait que le drapeau kabyle soit sur le fronton d'une institution officielle de France. Nous rendons hommage à la mairie de Carhaix, à M. Troadec, maire de Carhaix, et à son équipe municipale, ainsi qu'à toute la Bretagne, qui a eu ce geste de solidarité éminemment historique vis-à-vis du peuple kabyle. Ce geste qui honore toute la France est en fait un acte qui ouvre un processus qui va nécessairement s'amplifier et aller et accompagner le mouvement pacifique kabyle pour l'autodétermination jusqu'à l'aboutissement de ces revendications, notamment d'exercer le droit du peuple kabyle à l'autodétermination. C'est plus qu'un geste anodin, il a une importance politique, historique importante. Ceci a été fait aussi pour rappeler à tous, pour annoncer que la mairie de Carhaix, qui organise annuellement un festival du livre, qui a été dédié auparavant à beaucoup de peuples en lutte pour leur liberté, quelquefois violemment. Et c'est le tour de la Kabylie d'avoir l'honneur d'être accueilli à ce festival. Donc j'appelle tout le monde à venir les 25 et 26 octobre 2025 au Festival du Livre de Carhaix pour rencontrer la Kabylie, rencontrer des écrivains, rencontrer des acteurs culturels et se documenter au maximum sur le combat du peuple kabyle pour son droit à l'autodétermination. Restons sur ces bonnes nouvelles. Durant l'été, plusieurs grands médias français ont consacré des espaces intéressants à la Kabylie et à son combat. Un dossier remarqué dans Le Point, des analyses dans Le Monde et une enquête dans le JDD. Cela veut dire que le peuple français et ses élites s'intéressent davantage à notre combat? L'affaire Boualem Sansal est un révélateur de la nature du régime algérien. Quoi qu'ait fait la France auparavant pour amadouer le régime, cela a été vain de sa part, dans la mesure où l'Algérie ne peut pas vivre en harmonie avec la France, mais toujours en confrontation avec la France, car cela constitue sa seule base de légitimité historique. Donc l'Algérie n'est pas prête à coopérer avec la France, mais éventuellement juste à humilier la France quand elle le peut pour montrer qu'elle brave l'ancien colonisateur et que, par conséquent, il est légitime. Le régime est légitime à rester en place. Mais j'ai dit aux responsables français, je le répète aujourd'hui encore, toutes les mesures préconisées jusqu'ici pour rétablir le rapport de force en faveur de la France s'avèrent insuffisantes. Insuffisantes dans la mesure où les visas sont contournés par des membres de l'espace Schengen, les mesures financières peuvent avoir des mesures de rétorsion de la part de l'Algérie, et ainsi de suite. Par contre, le seul levier sur lequel la France peut agir pour rétablir l'équilibre, c'est le soutien
au droit du peuple kabyle à l'autodétermination. Et je pense que les articles qui sont parus cet été, ou les reportages qui ont été faits dans les médias en général, sont de nature à vérifier si ce que nous disons sur la Kabylie était vrai ou non. Et je pense que cela a été largement démontré maintenant que seul le levier kabyle est susceptible d'agir ou de porter ses fruits contre les bravades de l'Algérie contre la France. Ceci dit, nous ne sommes pas là pour soutenir la France contre l'Algérie. Nous soutenons d'abord le droit à l'autodétermination du peuple kabyle. Si l'Algérie était en mesure d'accepter ce droit, nous n'aurions pas à nous agiter outre mesure par rapport à cette situation. Disons que les tensions algéro-françaises, nous aurions aimé les traiter dans le sens de l'apaisement. Mais comme l'Algérie écrase le peuple kabyle, écrase son droit à l'autodétermination, emmène nos enfants en prison, nos femmes en prison, il est tout à fait normal que nous alertions l'ensemble des instances internationales sur les violations, les graves violations du droit du peuple kabyle par l'Algérie et en même temps de chercher des alliances ou de chercher de l'écoute auprès de ceux qui peuvent le faire. Et la France, où une forte communauté kabyle vit et dispose de la nationalité française, nous sommes près de 2 millions de Kabyles à vivre en France, il était tout à fait normal que nous nous appuyions sur la France et nous espérions que la France nous prête main forte, ne serait-ce que sur le plan moral, sur le plan politique et diplomatique, pour dire que les Kabyles ont le droit d'exercer leur autodétermination. Ceci dit, les articles qui ont été faits, ils ne sont pas tous en faveur de la Kabylie. Il y en a même qui jouent sur les mots. Par exemple, Le Monde, qui dit que malgré les violences qui jalonnent l'histoire du MAC, non, le MAC n'a jamais été violent. Le MAC n'a jamais acté quoi que ce soit de violent de sa part. Par contre, c'est l'Algérie qui a effectivement exercé de la violence, et continue d'exercer de la violence et de violer les droits des Kabyles. Et cette violence a même commencé avec d'abord le Printemps noir, puis l'assassinat de mon fils, et depuis 2021, l'arrestation de 13 000 Kabyles et disons le fait d'avoir incendié la Kabylie comme Saddam Hussein en 1988 avait gazé les Kurdes. Plutôt que de mettre des gaz, on a mis des feux en Kabylie. Et ça, le régime algérien devra en répondre un jour ou l'autre. Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire en quelques mots s'il y a vraiment un rapport entre le journaliste français Christophe Glaise et le MAC ou avec votre propre personne? Sincèrement, nous n'avons aucun rapport avec M. Christophe Glaise. C'est un journaliste libre, c'est un journaliste d'investigation qui cherche l'information où il peut la trouver pour les besoins de son métier. Quand l'Algérie a assassiné Albert et Bossé dans les vestiaires de la JSK, je pense le 22 août 2014, elle avait pour objectif de couper la Kabylie de l'Afrique. Comme le MAC venait de mettre sur pied le gouvernement provisoire kabyle en exil, que la diplomatie commençait à porter ses fruits, il fallait couper l'herbe sous les pieds de la Kabylie, de la diplomatie kabyle, à travers l'assassinat des Bossé pour dire aux Africains que les Kabyles étaient des racistes, des anti-noirs. Et pour conforter davantage
leur politique, ils ont continué un mois plus tard en attirant un alpiniste français dans les montagnes de Kabylie pour le faire enlever, soi-disant, par des terroristes islamistes et le décapiter là-bas. Et ceci pour dire que les Kabyles sont des terroristes islamistes et qu'ils sont anti-occidentaux. Ceci aussi pour couper l'herbe sous les pieds de la diplomatie kabyle. Comme nous avons été vigilants et que nous avions dénoncé cela en temps en temps réel, donc la manœuvre avait été abandonnée, sachant que ça ne remet à rien de continuer sur la voie dès lors que nous réagissions. À ce moment-là, il y avait un journaliste, un jeune journaliste qui s'appelle Stéphane Glaise et qui nous a approchés justement à cause de l'affaire Ebossé. C'est un journaliste sportif qui s'intéressait beaucoup à la JSK et avait pris cette affaire en main pour éventuellement écrire un livre. Il cherchait à savoir si nous avions des preuves sur ce que nous avancions. Nous n'avons que des supputations, mais en tous les cas, il y a le fait que lui, il détenait déjà le rapport d'autopsie, ou la contre-autopsie, faite par le Cameroun une fois que la dépouille a été arrivée à Yaoundé. Et cette contre-autopsie révèle que Stéphane Glaise n'a pas été touché à la tête par des ardoises jetées par les supporters, comme l'a fait l'Algérie, mais qu'elle avait la clavicule cassée, des côtes cassées, et donc cela ne correspondait pas du tout à la version du ministère algérien des sports de l'époque et la version officielle de l'Algérie. Par la suite, elle avait appris que nous étions finalistes à la Coupe du Monde des peuples sans nation, de la Coupe du Monde de football, des peuples sans État. Donc, elle a suivi notre équipe en 2018 à la finale qui s'était tenue à Londres en 2018. Voilà, depuis, personnellement, je n'ai pas eu de rapport particulier avec lui. Il aurait demandé s'il pouvait avoir une connaissance pour un visa en Algérie, pour aller en Algérie. Mais nous sommes des opposants et nous n'avons aucun lien avec les instances consulaires algériennes. Probablement qu'il a essayé d'avoir un visa officiel en tant que journaliste que l'Algérie ne lui a jamais accordé. Donc il a pris son courage à deux mains, il a eu un visa touristique et c'est sur cette base qu'il a été arrêté. Donc cette affaire est arrivée au bon moment. Le voyage de M. Glaise en Algérie est arrivé au moment où les tensions sont exacerbées entre la France et l'Algérie à travers l'affaire Boualem Sansal. Et donc, il tenait là un deuxième otage après Boualem Sansal. Même si ils libéraient Boualem Sansal, ils avaient toujours un autre fer au feu, qui est celui de Christophe Glaise, pour le négocier contre notamment l'extradition d'opposants dont les militants et les cadres du MAC. Jamais il n'y a eu disons, de la sympathie exprimée par Christophe Glaise à l'endroit du MAC ou du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. C'est quelqu'un qui aime le sport et qui s'y colle, quoi. Il ne cherche pas de soutenir une cause ou d'aider une cause quelconque. Et pourtant, ses parents, dans une récente intervention médiatique, ont demandé à des acteurs de cesser de manipuler l'affaire Christophe Glaise. Ils ont notamment cité le MAC. Écoutez, je comprends la détresse d'une maman et d'un beau-père. Je crois qu'ils ont été désinformés.
par l'avocat que l'Algérie a commis pour Christophe Glaise. Donc, nous considérons qu'il s'agit là d'une manipulation et d'une désinformation dont ils ont été victimes tous les deux. Ce n'est pas en disant cela que pour autant l'Algérie ait accédé à leur demande de libérer Christophe Glaise. Au contraire. D'ailleurs, cela fait plus d'1 an que Christophe a été arrêté. Personne n'en parlait, comme leur demandait l'Algérie par ailleurs. Et pourtant, malgré leur silence, l'Algérie a condamné à 7 ans de prison Christophe Glaise. Donc que les parents de ce prisonnier sachent que le silence tue. C'est le fait de ne pas parler de Christophe qui va le garder en prison. Et c'est le fait d'en parler qui va aider à mettre la pression sur le régime algérien pour sa libération, parce que Christophe n'a commis aucun crime et aucun délit pour qu'il puisse être arrêté. Il exerçait juste, honnêtement, son métier. Et à ce titre, il mérite plus les honneurs que le blâme que l'Algérie lui adresse. Disons également un petit mot sur Boualem Sansal, sur lequel vous avez déjà eu l'occasion de vous exprimer. Donc il a été emprisonné suite à ses propos notamment sur les frontières algériennes. Est-ce que, pareil, il y a des rapports, on va dire, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez personnellement, Boualem Sansal? Oui, j'ai rencontré une fois Boualem Sansal, ça fait très longtemps. Mais nous n'avons pas de rapport particulier. Boualem Sansal est un esprit libre. C'est un Voltaire. Hein. C'est vraiment un Voltaire moderne. C'est quelqu'un qui est brillant. Au niveau de la pensée, au niveau de l'écriture, je crois qu'il est l'un des plus grands auteurs modernes du monde. Et qu'à ce titre, l'arrêter, c'est plutôt abîmer l'image de l'Algérie à l'échelle internationale, plutôt que d'être instrumentalisé comme otage vis-à-vis de la France, comme moyen de pression sur la France pour, agir sur ses orientations géostratégiques. La France sera de toute façon insensible à ce genre de pratique et comme dans toute affaire, qu'il soit civil, politique ou militaire, le chantage, dès que quelqu'un cède à ce fléau, il est fichu. Donc personne ne cède au chantage et la France ne cédera pas à celui de l'Algérie, ni sur Boualem Sansal, ni sur l'extradition d'opposants, qu'ils soient du MAC ou non. Revenons sur un fait d'actualité qui a eu lieu jeudi dernier. Un drapeau algérien immense a été brandi au stade de Tizi Ouzou lors de la rencontre Algérie-Botswana. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ce n'est pas la première fois que l'Algérie déploie un drapeau estimé à 7 tonnes pour algérianiser la Kabylie à travers le stade et les supporters. Ce n'est pas par ces méthodes que la Kabylie deviendrait pour autant algérienne. Je sais qu'un des ténors du régime algérien a été même sur une grande télévision d'actualité française pour dire que les Kabyles ont brandi un drapeau algérien immense. Jamais les Kabyles n'ont brandi de drapeau algérien. Les Kabyles brandissent leur propre drapeau, qu'ils soient amazirs ou kabyles. Et quand la Kabylie avait un minimum de liberté pour s'exprimer dans les stades, la Kabylie tournait le dos à l'hymne national et brandissait les vrais drapeaux, les véritables emblèmes qui sont les siens. Donc, cette affaire de stade de Tizi Ouzou qu'ils ont
baptisé au nom de Hussein et Ahmed, mais pour uniquement l'utiliser contre la kabilité de Hussein et Ahmed, puisque lui, il avait pris les armes, ne l'oublions pas, contre le régime algérien au nom de la Kabylie, surtout en Kabylie. Peut-être pas au nom de la Kabylie, mais en Kabylie surtout. Et à l'époque, il était traité de sécessionniste, de séparatiste et de traître. Aujourd'hui, il y a un retournement de l'histoire où son nom est manipulé contre la Kabylie. Cela ne nous gêne pas, outre mesure. Donc, quand les Kabyles peuvent s'exprimer librement, ils savent le faire dans le bon endroit et dans le bon sens. Maintenant que l'Algérie amène des renforts de supporters d'à travers toute l'Algérie pour remplir le stade de Tizi Ouzou, d'ailleurs, le stade n'était pas rempli puisque toute la partie prise par le drapeau algérien devait rester vide, sinon il n'y aurait pas de supporters derrière le drapeau. Donc, ce sont des pratiques éculées. Je rappelle une chose, et ceci a été écrit dans le Nouvel Observateur du 18 juin 2025. Vous pouvez retrouver le papier. Elle raconte que dans le traitement de la question coloniale, De Gaulle a écrit dans ses mémoires qu'une fois, pour montrer que les Algériens étaient pour la France, pour l'Algérie française, il a été emmené dans un village kabyle où on a ramené des enfants, des jeunes avec des flonflons. On a ramené de la population pour applaudir De Gaulle et pour faire croire à De Gaulle qu'ils adhéraient tous à l'Algérie française. Et De Gaulle raconte que, avant de quitter les lieux, le secrétaire général de la mairie me prit par le bras et me dit « Mon général, ne croyez pas tout ce que vous voyez. Ici, tout le monde est pour l'indépendance. Donc qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. La Kabylie est pour son indépendance. Au lieu de montrer au monde que la Kabylie est algérienne, cela souligne davantage le colonialisme et l'oppression que subissent les Kabyles. Comment, dans un stade kabyle, on se réjouisse de la victoire de l'Algérie qui, elle, l'Algérie, emprisonne ses enfants, violente, torture tous les prisonniers politiques kabyles. Ceci est un non-sens. D'ailleurs, j'appelle l'ensemble des militaires kabyles, des grands officiers ou de simples policiers, d'arrêter de faire du zèle. Ils se font du mal à eux-mêmes. Ils font du mal à l'avenir de leurs propres enfants. L'avenir de la Kabylie n'est pas dans l'Algérie. Il est dans la Kabylie elle-même. Et aucun enfant kabyle n'aura d'avenir rayonnant qu'en étant dans une Kabylie indépendante. Vous avez certainement lu cette déclaration rédigée par des démocrates algériens et qui appelle notamment à la fin du régime autoritaire. Êtes-vous en phase avec le contenu de cette déclaration ? Disons que on ne peut pas leur dénier la sincérité de leur démarche. Sauf que ce sont des rêveurs. Ce sont des Kabyles qui continuent de croire en une Algérie, non pas islamiste, mais une Algérie démocratique où la Kabylie aurait sa place. Ceci est une illusion. Nous en avons fait l'expérience depuis 1962 à ce jour. Ça fait donc 63 ans que la question kabyle se pose
et que des Kabyles rêvent d'une Algérie fraternelle. Or, l'Algérie ne veut des Kabyles qu'une fois qu'ils renoncent à leur identité, à leur langue, à leur histoire et à leur culture, à leurs institutions. Bien sûr que j'adhère au fait de revendiquer la libération de tous les prisonniers politiques. Bien sûr que j'adhère à l'abrogation des lois criminelles, pas seulement fédérales, mais criminelles, édictées par l'Algérie pour assimiler à du terrorisme toute opposition politique. Mais la démarche elle-même, allez, disons qu'elle est innocente, mais n'aura aucun effet. D'ailleurs, il n'y a pas de programme pour suivre, pour aller de l'avant, continuer cette déclaration. On fait un one-shot, hein, un coup sur le moment, et puis on oublie le reste. Et quand on dit la déclaration des démocrates algériens, il faut plutôt dire la déclaration des Kabyles. Parce qu'en Algérie, il n'y a que les Kabyles qui sont majoritairement démocrates. Ailleurs, on parle de charia, on parle de l'application de l'islam et du rigorisme religieux, ainsi que de la dictature. Donc pour vous, Monsieur le Président, si le régime autoritaire tombe en Algérie, ça serait en faveur des islamistes? S'il y aura dès demain des élections législatives libres, l'Algérie serait proclamée République islamique. Et ce sont les Kabyles, démocrates comme on les appelle, réaliseraient enfin qu'ils sont dans l'illusion. Mais ce sera trop tard pour eux. C'est pour ça que je les invite personnellement à rejoindre le combat pacifique du MAC pour le droit à l'autodétermination de la Kabylie. L'autodétermination de la Kabylie ou l'indépendance de la Kabylie n'a jamais été conçue de notre part comme une arme contre les Algériens ou comme un mal contre les Algériens. Au contraire, nous concevons l'indépendance de la Kabylie comme un moyen de libération de l'ensemble des Algériens. Une fois que les Kabyles sont indépendants, la Kabylie est indépendante, les Algériens peuvent construire la République qu'ils veulent. Ils veulent une République islamique, ils peuvent la faire. Ils veulent faire une République baptiste, ils peuvent la faire. Ils veulent faire une République occidentale, ils peuvent la faire. Mais tant que la Kabylie est à l'intérieur de l'Algérie, le régime instrumentalise le péril kabyle pour faire cohérence et cohésion derrière lui contre l'ennemi intérieur qui est la Kabylie, que sont les Kabyles. Donc, tant que la Kabylie est à l'intérieur de l'Algérie, les Algériens ne connaîtront ni liberté ni démocratie. Donc finalement, tout comme on dit que l'Algérie freine la Kabylie, finalement la Kabylie aussi peut être un facteur de blocage pour l'Algérie, pour les Algériens. En tous les cas, la Kabylie, le péril kabyle, est brandi par le régime algérien pour empêcher toute démocratisation en disant qu'il est le seul susceptible de lutter contre l'arrivée des Kabyles au pouvoir. Au début de l'été, l'Union européenne a classé l'Algérie parmi les pays à haut risque en matière de financement du terrorisme. Plus récemment, c'est TASS, l'agence de presse russe, qui a accusé l'Algérie de soutenir le terrorisme. Peut-on y voir une accélération de l'isolement international du régime algérien, y compris auprès de ses alliés traditionnels? Oui, disons qu'il était temps que l'Union européenne et le monde occidental en général réalisent que l'Algérie finance le terrorisme à travers le monde et fait du blanchiment d'argent. Elle s'adonne à tous les trafics, par exemple, avec le Polisario au niveau du Sahel. Et s'ingère dans les affaires intérieures des autres pays pour imposer ses points de vue. Il se trouve que la nouveauté est le fait que l'agence TASS, c'est-à-dire la Russie, dont il
Elle était la protégée jusqu'ici, lui tombe dessus aussi. Cela veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion algérien sur le plan diplomatique. Il n'y a plus de compétences algériennes pour gérer la diplomatie, ni même la politique intérieure de l'Algérie. Ce n'est pas un Tebboune et un Chengrihab au niveau les plus exécrables, les plus mauvais, c'est-à-dire au niveau d'intelligence et de compétences de gestion, sont les plus mauvais au monde qui vont redresser la barre. Donc c'est un processus qui appelle plutôt à une descente aux enfers de l'Algérie. Peut-être même, ils peuvent emmener le pays vers une guerre civile incessamment. Donc vous pensez qu'il y a un risque réel de soulèvement de la population, qu'il soit spontané ou instrumentalisé? Je n'ai jamais cru au soulèvement spontané des populations. S'il y aura guerre civile, ça va être à l'instigation des clans qui se disputent le pouvoir au niveau des militaires. Et ce sont eux qui vont essayer d'entraîner le reste de l'Algérie dans des conflits claniques. Et ce sera celle-là, la guerre civile. Et dans ce cas-là, je dis que la Kabylie ne doit pas prendre position pour aucun des clans. La Kabylie doit se préserver elle-même, rester calme et mettre sur pied ses propres institutions dans le chaos, si chaos advenait incessamment. Nous arrivons à la deuxième partie de cette interview pour parler de la déclaration unilatérale d'indépendance. En 2024, vous aviez évoqué qu'une déclaration unilatérale d'indépendance de la Kabylie pourrait avoir lieu en 2025. Nous sommes en septembre. Cette déclaration aura-t-elle bien lieu? Nous ne parlons jamais dans le vide. Nous avons toujours assumé les missions et les projets que nous avons annoncés. Nous avions soutenu sur place, pendant le show des événements et de l'effusion de sang qu'avait provoqué l'Algérie en Kabylie en 2001 au Printemps Noir, nous avons assumé la revendication officielle d'un statut de large autonomie pour la Kabylie. Ensuite, nous avions écrit une lettre à l'ensemble des instances algériennes pour leur demander, à titre officiel, ce statut de large autonomie. Au bout de 2 ans, j'avais renvoyé une lettre à l'Algérie pour dire que, en début février 2010, j'avais envoyé une lettre à l'Algérie pour lui demander d'ouvrir un dialogue sur une large autonomie de la Kabylie où nous allions mettre sur pied un gouvernement provisoire kabyle en exil. L'Algérie n'avait pas cru, n'avait pas daigné examiner, ne serait-ce qu'une seconde, le projet ou la demande que nous avions formulée. Le 1er juin 2010, nous avons mis à exécution le projet que nous avions annoncé. D'ailleurs, qui était soutenu par la population, puisque nous avions dit que d'ici le 20 avril, si l'Algérie n'acceptait pas de statuer sur l'autonomie de la Kabylie, nous allions mettre sur pied un gouvernement kabyle en exil, et toute la Kabylie était descendue dans la rue pour soutenir le projet, à notre appel bien entendu. Une fois qu'un gouvernement kabyle était mis sur pied, il était nécessaire de passer à autre chose, notamment au droit à l'autodétermination, parce qu'à travers l'histoire et à travers de l'humanité et à travers celle des pays, des gouvernements, il n'y a jamais eu
un gouvernement provisoire pour une autonomie. S'il y a un gouvernement provisoire, c'est nécessairement pour une indépendance, pour un droit à l'autodétermination. Donc il a fallu aussi, à l'intérieur du MAC, qu'il y ait une évolution qui s'était traduite positivement par l'adoption d'une résolution en novembre 2013. Et le MAC, qui était le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, était devenu le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Ensuite, nous avons rédigé un mémorandum pour l'autodétermination du peuple kabyle que nous avons remis le 28 septembre 2017 aux Nations Unies, mais que nous avions aussi envoyé à l'Algérie. Visiblement, l'Algérie fait la sourde oreille. Puis, le régime Bouteflika avait vacillé et il y a eu le Hirak. Beaucoup de Kabyles furent bercés par l'illusion d'un miracle algérien qui ferait de la fraternité et du pluralisme, de la pluralité politique, linguistique, culturelle de l'Algérie. C'était ne pas savoir comment les nations s'édifient. L'Algérie n'est pas une nation. Il y a plusieurs nations à l'intérieur de l'Algérie qui n'ont pas su ou qui n'ont pas voulu se fédérer pour leur reconnaissance mutuelle. Et les forces politiques en présence, pendant le Hirak, chacune estimait qu'il était possible de tirer la couverture vers elle-même plutôt que de partager un projet avec les autres. Nous étions les seuls à dire que ce Hirak sera suivi d'une catastrophe. Ou c'est le chaos, ou c'est la dictature. C'est ce que j'avais écrit dans la presse en général. Le temps nous a donné raison. Ensuite, arriva le Covid. Le Covid a été instrumentalisé pour faire une hécatombe en Kabylie. Les hôpitaux kabyles étaient pleins, à craquer, de patients. Leurs responsables ont envoyé à maintes reprises des véhicules pour obtenir de l'oxygène à administrer aux patients. Ils ont été renvoyés au prétexte qu'ils n'avaient pas de contrat avec les fournisseurs de gaz, d'oxygène. Pire que cela, la Kabylie s'est organisée pour acheter des génératrices d'oxygène. Et l'Algérie a interdit aux associations de villages, aux comités qui s'étaient organisés, chaque village s'était organisé pour acheter du matériel médical pour l'hôpital de leur région. L'Algérie avait interdit que ce matériel soit dirigé vers les villages. Il voulait que ce soit lui qui contrôle la distribution. Et effectivement, ceux qui avaient envoyé ce matériel a été détourné par la suite par l'Algérie pour l'envoyer en tant que cadeau à la Tunisie. Et les Kabyles mouraient par centaines par jour. Et c'est dans ce cadre-là que, en 2021, était arrivée la fin du confinement. Et tout le monde croyait que le MAC était terrassé par le Covid. Et il se trouve qu'au 20 avril, nous avions appelé à marcher et la marche fut un succès phénoménal. Et c'est là qu'ils ont commencé à sortir des dahdouh, ces petits éléments insignifiants qu'on manipule, qu'on torture et à qui on demande de dire
des mensonges et de déclarer que nous voulions acheter des armes et que nous les avions chargés de le faire, alors qu'il n'y avait strictement rien de tel. Et le 18 mai 2021, le Haut Conseil de la Sécurité décréta que le MAC était une organisation terroriste. Il n'a ajouté le rachad que pour dire que ce n'est pas du racisme anti-kabyle. Ensuite, une loi, les lois scélérates, les lois criminelles, ont été édictées avec l'article 87 bis du Code pénal. Cela avait commencé par nous dire, cela avait commencé par des informations qui nous étaient parvenues, selon lesquelles des généraux kabyles qui ont été mis en prison puis réhabilités ont été chargés de diaboliser le MAC et la Kabylie. Par quels moyens, on ne savait pas. J'avais fait une vidéo le 3 juin 2021 pour appeler ces généraux à ne pas brûler, à ne pas faire de mal à la Kabylie. En fait, ils se sont comportés comme César. Pour sauver César, il fallait brûler Rome. Donc, pour sauver leur propre sort, leur propre personne, ils devaient brûler la Kabylie. Et ils l'avaient fait. Et ça avait donné les conséquences que vous avez tous vues. La Kabylie a été incendiée, j'ai dit, c'est exactement comme Saddam Hussein avait gazé les Kurdes. C'est la même opération. C'est génocidaire qui a été commise par l'Algérie. Surtout que les feux à ravager la Kabylie, l'Algérie a refusé que le monde vienne en aide pour l'extinction des feux. Donc c'était un geste délibérément, délibéré et prémédité. C'était un plan qui était exécuté, tout cela pour dire par la suite, en ramenant le pauvre Djemal Ben Smaïl en Kabylie, pour le tuer par des services algériens et dire que ce sont des Kabyles qui l'ont tué. Non. Et d'ailleurs, on se demande toujours comment se fait-il que, en 3 jours, les généraux kabyles aient ramassé 3 milliards pour les donner à la famille Ben Smaïl pour reconnaître qu'il y avait faute de la Kabylie. Non, il y avait faute des généraux, pas des Kabyles. Et ensuite, nous avions, dans notre programme, projeté la proclamation de la renaissance de l'État kabyle. C'est dans notre projet de construire petit à petit des institutions, de se donner une base solide pour avancer convenablement vers une Kabylie indépendante. Donc nous avions dit, après la renaissance de l'État kabyle, qui a été, disons, mis en parenthèse par la France en 1871, après la défaite du soulèvement kabyle, nous l'avons réhabilité donc. Et à ce moment-là, nous avons dit, devant la répression qui frappe le peuple kabyle, il est nécessaire d'aller vers plus loin que cela et de faire une déclaration unilatérale d'indépendance d'ici une année si les autorités algériennes n'en viennent pas à libérer des prisonniers, à abroger les lois scélérates, comme la déclaration des démocrates vient de le réaffirmer également. Et ensuite, il y a un espace d'ouvert pour la négociation de l'avenir de la Kabylie ou des modalités référendaires de la Kabylie. On devait le faire pour le 20 avril. On devait faire cette déclaration unilatérale d'indépendance pour le 20 avril. Et puis je me suis dit, peut-être que tout le monde va nous blâmer de ne pas avoir
pris l'ensemble des précautions nécessaires pour cette proclamation. D'abord, est-ce que le pouvoir algérien doit être saisi officiellement? Oui. Donc, au mois de juillet dernier, j'ai rédigé une lettre qui a été postée le 25 juillet et nous avons l'accusé de réception de cette demande qui date du 1er août. Donc, pour ces raisons-là, nous n'avons pas fait la déclaration le 20 avril dernier. Nous avons dit on va la faire d'ici la fin de l'année. Donc, cela nous a permis de faire cette lettre aux autorités algériennes. Deuxièmement, la décision est si importante que de toute façon, il ne faut pas qu'elle soit supportée uniquement par un gouvernement, par un président de la NAVAD, mais par l'ensemble des structures du MAC. D'où la nécessité d'organiser un référendum, plutôt un congrès extraordinaire du MAC qui aura lieu le 19 octobre prochain. Les commissions sont à pied d'œuvre et il y aura de la communication qui sera faite. Nous allons commencer par rendre publique cette lettre envoyée aux autorités algériennes et sinon les commissions travaillent chacune en ce qui la concerne dans un domaine qui est le sien pour que le congrès se passe au mieux et par la suite il faut que si le congrès donne son OK pour cette déclaration, il faut la projeter dans le temps pour la réaliser. Si le Congrès dit que c'est prématuré ou qu'il ne faut pas la faire, on reviendra. C'est vrai que sur le principe, personne n'est contre. Mais il peut y avoir des questions de calendrier, d'agenda, disons qu'il faut une opportunité peut-être plus importante que celle-là. Mais nous avons décidé de la faire pour le 14 décembre de cette année, 2025, parce que symboliquement, c'est aussi le jour où l'ONU, en 1961, a produit la résolution 1514, par laquelle elle reconnaît à tous les peuples le droit à l'autodétermination et à tous les territoires non autonomes, comme la Kabylie, le droit à l'autodétermination. Donc, mais au préalable, si le Congrès dit oui à cette déclaration unilatérale d'indépendance, à ce moment-là, il y aura un projet de loi qui sera soumis au Parlement kabyle, qui aura également son mot à dire, aussi bien sur les termes, sur le fond de la déclaration que sur les termes qu'il faut utiliser. Donc il y aura nécessairement des amendements qui seront proposés par le Parlement kabyle en exil. Et Monsieur le Président, on sent que vous avez cette préoccupation, en tout cas vous sentez cette nécessité de faire contribuer les différentes institutions du MAC et de la NAVAD. Pourquoi ? L'acte est historique et trop lourd de sens en soi. Il peut y avoir des conséquences également, donc nous devons les assumer tous ensemble. Deuxièmement, il y en a beaucoup qui racontent, pour me dénigrer, ou dénigrer le MAC d'ailleurs, que je suis un dictateur et que je n'en fais qu'à ma tête. Non, consultez l'ensemble de l'encadrement qui est autour de moi. Jamais je n'ai pris une décision tout seul. Il a toujours fallu un consensus à l'intérieur de la structure. Plus démocrate que nous, vous ne trouverez pas. Et au vu de, vous l'avez dit, une commission préparatoire est mise sur pied pour organiser le congrès. Est-ce que c'est la commission qui décidera si les militants en Kabylie vont participer à ce congrès au vu de la situation, ou vous pouvez nous annoncer d'ores et déjà Il est évident que l'ensemble des structures du MAC seront consultées. Sous quelles conditions et autres, en Kabylie,
le MAC est obligé à la clandestinité. Je dis qu'il y a eu 13 000 arrestations quand même, et qu'à ce titre, nous ne sommes pas prêts à les renvoyer en prison ou à exposer leur liberté. Nous leur demandons de ne plus s'exposer eux-mêmes et de ne plus s'impliquer par eux-mêmes. Mais nous avons d'autres militants, beaucoup plus d'autres militants, qui sont sur le terrain et qui vont de toute façon se prononcer sur cette déclaration unilatérale. Mais ceux qui sont déjà connus, arrêtés, fichés, ne participeront pas pour leur propre sécurité. Monsieur le Président, vous avez rappelé le contexte historique qui a amené à cette déclaration unilatérale. Néanmoins, est-ce que le contexte actuel, que ce soit en Kabylie ou à l'international, vous semble favorable à une telle déclaration ou, du moins, ne la pénalise pas? Le contexte international est tout à fait favorable à cette déclaration. Pour autant, il reste encore 3 mois et demi. S'il y a un pilote dans l'avion algérien, il est temps qu'il se manifeste. Nous sommes toujours ouverts à la discussion dès lors qu'il libère les prisonniers et abroge les lois criminelles qu'il a édictées. Nous sommes là, des hommes de raison depuis toujours, et nous continuerons à l'être. Et j'invite les autorités algériennes à se ressaisir et faire en sorte qu'ils nous traitent non pas de manière militaire, nous ne sommes pas des militaires, mais de manière politique, parce que nous sommes des hommes politiques, nous sommes une organisation politique. Nous ne sommes pas une organisation militaire pour nous traiter militairement. Donc je les invite à se ressaisir et à trouver la bonne solution avec nous. Nous ne sommes pas là pour les humilier. Nous sommes là, au contraire, pour que tout le monde sorte par le haut. Nous sommes pour une solution de consensus, mais qui ne compromette pas l'avenir de liberté du peuple kabyle et son droit à l'autodétermination. Le concept même de déclaration unilatérale d'indépendance peut sembler technique pour une partie de la population kabyle. Que répondez-vous à ceux qui s'interrogent ou doutent encore? À travers le monde entier, il y a eu beaucoup de déclarations unilatérales d'indépendance. Nous ne dérogeons pas à la règle en tant que peuple opprimé, en tant que peuple sans État, en tant que peuple non autonome. L'Algérie est en train de spolier nos richesses, de nous insulter, de nous torturer, de nous tuer, de nous brûler, de nous priver de nos droits les plus élémentaires, y compris linguistiques. Tout ce que les militaires algériens cherchent et chercheraient encore à faire, c'est de nous amener à prendre les armes. Or, je leur dis, vous n'aurez jamais de ma part des actes de violence, le fait de verser dans la violence armée. Je ne suis pas un militaire et je ne le ferai pas. Et la Kabylie continuera à se battre de manière civilisée pour ses droits. Voilà. Que chacun le sache. Maintenant, ceux qui ont peur de quoi que ce soit, sachez qu'ils n'ont pas à avoir peur plus qu'ils ne sont aujourd'hui, qu'ils ne l'ont aujourd'hui. Regardez, tout le monde tremble en Kabylie. La terreur est là. Chacun a peur de son ombre. Quelle peur peut-on avoir de plus que cela? Dès lors que nous restons stoïques, nous restons fidèles à nos engagements pacifiques et à nos principes du droit à l'autodétermination reconnu par le droit international, globalement, ratifié par l'Algérie par ailleurs. Nous n'avons strictement rien à craindre de plus qui puisse arriver que ce qui est arrivé en 2021 ou autre. Donc, que chacun sache que c'est plutôt une solution qui se profile à l'horizon, parce que pour le régime algérien, une fois que cette proclamation
est faite. Il n'y aura plus de retour en arrière possible. La Kabylie sera proclamée indépendante, quelle que soit l'autorité qui puisse venir après Dmak, il n'aura aucun droit ou aucune légitimité à revenir sur la décision. Il n'y aura qu'un référendum d'autodétermination, de confirmation qui aura lieu à l'avenir, si nous n'arrivons pas à le faire maintenant. مساس الواي نقض دار ثقرانت ذي ونيث حجة ثوالة ديناس قبايليث قبايليين يلان دي ثمورتي ثواشولين محباس ثواشولين محباس وذاك تسعام عزيزت في اللون بوينتنا الحبس تورتورينتن وخدمنا لك كتشمات حالة تشبحث يخدمن حالة نصر يخدمن ولاش ندما ذكويا ذي الوقت النظام غف اليوم الغشيف كان ثودرت نسن تيمقراض نسن دي ميات الالوف يقغلين مجال فرنسا يوكن هاد نحلي ننوى هاد نحليتي لينا نغليد ذكو منوغ النظام ديال البطل النظام ذكو مسفط لي النظام وين يكشف من الحبس تفنطاجيت وين يكشف من الحبس داين يسال نزوخ أكمل وين يكشف من الحبس دا مزروي يا رايش الفلاس نكونيو نتعاون أين من نزمر نسكتو في دقمنا قسمنا أين نزمر يوكن أنا عيونتي وشولين المحبس هذا السفرة يثيكل النظام ما كان يخدم قويا قاعدان ديتا زوارة يالتا الدارت يالتا وشولت يال العرش هذا يرفد محباسيس ومحبوس مرادي فا الزاعي مرادي فا استعيرو يلغاشي ماكو فرحان مرات والين ذاك كينيكاث رات والين لحالة في أين عنان أمن نغنا نيغ ديا كان ستروميتي تيد نيغ بلي ولي سعيد شاري يقود بنادم بوين نتيقو ذي إلا نفسها يليون لا يترقيقيو مثلا الحبس نغالا ما نخدم أفرح ستيمونات سكيدي سنغ كان زرت باليوم حال الفايدة راداويو يثمور تقبيليث حالتي لليوم راداويو محبس إيهين أفوس ديك فوس زرت باللي الحكومة الجزائر ذا نسات يكتوارق من ذا قنار أقرغلان ماشي نكونيو حالا ويذا ردينين تسعى من الحق قويني السوترم تنمير ثنون